Enfant, j'ai entendu parler pour la première fois du loukoum dans les chroniques de Narnia sans savoir ce que c'était, mais cela m'intriguait. Qu'était exactement le loukoum et pourquoi le personnage Edmund était-il prêt à trahir ses frères et sœurs pour en avoir? Pour répondre à cette question, je vais préparer une recette de loukoum de 1884 de l'Empire ottoman. Dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique de C.S. Lewis, la reine de Narnia demande à Edmund ce qu'il veut manger. Il répond « du loukoum ». Le livre se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, quand le sucre était très rationné en Grande-Bretagne. Il n'est donc pas surprenant qu'Edmund ait voulu ce petit morceau de sucre glacé. Alors la reine, avec ses pouvoirs magiques maléfiques, fait apparaître une boîte de loukoum, plusieurs livres des meilleurs loukoum. Chaque morceau était doux et léger jusqu'au centre même. Malheureusement, je ne possède aucun pouvoir magique maléfique à ma connaissance, donc au lieu de faire apparaître le loukoum, je vais devoir le préparer à l'ancienne. Et quand je dis à l'ancienne, c'est vraiment à l'ancienne, car je vais utiliser l'une des toutes premières recettes de ce plat, qui date de 1844. Bien sûr, il s'agit d'une recette ottomane, donc ce n'était pas appelé loukoum, on l'appelait plutôt rahatul hulkun, ce qui signifie apaisant pour la gorge. Et il est possible qu'il descende en fait d'un médicament avant de devenir une confiserie servie à la cour du sultan. Pendant de nombreuses années, ces recettes servies au palais étaient gardées très secrètes, mais en 1844, Mehmed Jamil a révélé le secret dans l'un des tout premiers livres de cuisine ottoman. Sa recette est assez longue, donc je vais juste vous en donner les grandes lignes. Il dit de prendre 1 kg du meilleur sucre et de préparer un sirop avec 3 kg d'eau dans une casserole étamée. Prenez 75 dirhams de la meilleure fécule pilée et incorporez-la lentement dans le sirop. Remuez sans cesse pour éviter les grumeaux et que ça n'attache au fond de la casserole. Ensuite, mélangez 35 dirhams d'eau de rose avec un grain de musc, puis ajoutez-les à la préparation, remuez encore quelques fois avant de retirer du feu. Huilez un plateau avec de l'huile d'amande et versez-y la préparation cuite. Une fois refroidi, coupez en morceaux de la taille désirée et roulez-les dans un mélange composé pour moitié de fécule tamisée et pour moitié de sucre en poudre. Et remuez jusqu'à ce qu'ils ne collent plus entre eux, ce sera délicieux. Donc cette recette originale est énorme. Elle demande l'équivalent de 160 tasses de sucre, donc je vais considérablement réduire cette quantité. Donc pour cela, il vous faudra 3 tasses et demie ou 700 g de sucre blanc, 1 tasse et demie ou 350 ml d'eau, 3 quarts de cuillère à café ou environ 3,5 g d'acide citrique. Maintenant, la recette ne demande pas d'acide citrique et techniquement, vous n'êtes pas obligé d'en utiliser, mais à moins de travailler avec du sucre tous les jours, il est très probable que vous obteniez beaucoup de cristaux en faisant fondre le sucre. Un peu d'acide citrique ou la même quantité de crème de tartre empêchera cela et cela n'affectera pas le goût. Ensuite, une tasse plus 2 cuillères à soupe, soit 140 g d'amidon de blé ou de fécule de maïs, un autre litre d'eau, 1 cuillère à soupe d'eau de rose et un huitième de cuillère à café de musc. Parlons du musc. À l'époque où cette recette a été écrite, le musc provenait du cerf porte-musc. C'était une glande et il était vendu sous ce qu'on appelait un grain. Aujourd'hui, il est rarement utilisé dans l'alimentation, sauf dans certains bonbons populaires en Australie, et sert surtout à la parfumerie. Et donc, lorsque vous arrivez à trouver du musc culinaire, ce qui est difficile, il ne se présente généralement pas sous forme de grains, il se présente ainsi sous forme liquide, et c'est très fort. Je ne suis donc pas sûr de la quantité à utiliser. Je vais utiliser un huitième de cuillère à café, mais nous verrons bien. Ceci est très difficile à trouver, j'ai mis beaucoup de temps à trouver du musc culinaire. Je mettrai un lien dans la description vers l'endroit où vous pouvez en trouver si vous le souhaitez, juste pour voir quel goût ça a. Ça sent et ça a un goût un peu comme, je dirais, du linge propre. Il y a ce goût net et poudré et c'est vraiment très agréable. Donc je suis curieux de voir comment ça va se mélanger avec l'eau de rose. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser ça ou si vous ne pouvez pas l'utiliser, ce n'est pas grave. Si vous ne voulez pas utiliser d'eau de rose, ce n'est pas grave non plus parce que vous pouvez en fait parfumer ceci avec beaucoup d'autres choses. Même à cette époque, ils utilisaient de l'eau d'amande ou de fleurs d'oranger, de la pistache, toutes sortes de choses différentes. La vanille est encore souvent utilisée aujourd'hui, donc utilisez ce que vous aimez. Maintenant, avec votre casserole en main, nous pouvons commencer à cuisiner. Commencez donc par fouetter l'acide citrique avec le sucre, puis ajoutez la tasse et demie d'eau et remuez jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Ensuite, vous devez fixer un thermomètre à sucre. Maintenant, pouvez-vous faire cela sans thermomètre ?
Oui, c'est possible, mais je ne le recommanderais pas. La recette originale de 1844 dit que vous pouvez savoir quand c'est prêt en prenant un peu du sucre et en le déposant sur du sucre cristallisé. Et si cela forme une boule et que le sucre n'est pas affecté, alors c'est prêt. Cela correspond probablement au stade de la boule ferme qui se situe autour de 120 degrés Celsius. Et comme je l'ai dit, vous pouvez le faire sans thermomètre, mais pas si vous ne le faites pas très souvent. Donc utilisez un thermomètre si vous le pouvez. Mettez la casserole sur feu moyen et en remuant, portez-la à légère ébullition. Ensuite, laissez chauffer lentement jusqu'à 250 degrés Fahrenheit, soit 122 degrés Celsius. Cela peut prendre environ une demi-heure et il ne faut pas précipiter les choses. Vous remarquerez qu'autour de 220 degrés Fahrenheit, la température cesse simplement de monter, mais je vous assure qu'une fois que l'eau se sera évaporée, elle recommencera à augmenter. Quand cela arrivera, ça ira plus vite, donc surveillez bien. Pendant que la température monte, préparez un mélange avec l'amidon. Ajoutez-le progressivement à l'eau en fouettant pour éliminer les grumeaux. Le tamiser facilite vraiment l'opération. Ensuite, une fois que le sucre atteint 250 degrés Fahrenheit, retirez-le du feu et ajoutez lentement le mélange d'amidon tout en fouettant jusqu'à ce que vous ayez tout ajouté, puis vous pouvez le remettre sur le feu. Cette fois, vous devez utiliser un feu assez doux et continuer à remuer jusqu'à ce que le mélange devienne assez gélatineux et que tous les grumeaux d'amidon aient disparu. Ensuite, selon la plupart des anciennes descriptions, il faut remuer cela constamment pendant les 2 à 3 heures suivantes. En fait, dans beaucoup d'anciennes méthodes de préparation, 2 personnes étaient présentes et elles se relayaient pour remuer lorsque l'une d'elles se fatiguait. Mais comme nous en faisons une plus petite quantité, j'ai constaté que tant que vous remuez toutes les 2 minutes, ça ira. Vous voulez juste éviter que ça ne colle au fond ou dans les coins de la casserole et brûle. Mais même avec cette plus petite quantité, cela va quand même prendre environ 1h30 à 2 heures pour cuire. Ça va commencer comme une pâte blanche épaisse et gluante qui va bouillonner comme de la lave, mais finalement ça va devenir une sorte de pâte ambrée. À ce stade, retirez du feu et ajoutez l'arôme. Pour moi, eau de rose, musc et un peu de colorant alimentaire. J'ajoute une douzaine de gouttes de rouge. Ensuite, mélangez tout ça, puis nous allons le verser dans un plat. La recette originale dit d'utiliser de l'huile d'amande pour frotter le plat, et c'est ce que j'ai fait, mais en réalité, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile neutre. Ça fonctionnera tout aussi bien. Si vous craignez que ça colle, mettez du film plastique au fond pour faciliter le démoulage. J'ai fait ainsi car après tant d'efforts, vous voulez être sûr que ça se démoule bien. J'ai utilisé un plat de 28-18 cm parfait pour cette quantité, donnant un loukoum d'environ 2,5 cm d'épaisseur. Laissez refroidir totalement, idéalement toute la nuit ou au moins 5 heures, ce qui vous laisse le temps d'appuyer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Et allez jeter un œil à la newsletter Tasting History sur tastinghistory.com et j'aurai tout le temps de vous parler de l'histoire du loukoum. Donc, pour commencer, si vous vous intéressez aux dessert turcs en général, je vous recommande ce livre, Sherbet and Spice, de Mary Ihsan. Il est absolument merveilleux. Elle explore en profondeur de nombreux desserts turcs différents, y compris celui que nous allons préparer aujourd'hui, le loukoum. Maintenant, en ce qui concerne les origines du loukoum, tout comme les recettes, elles sont un peu entourées de mystères, surtout au début. Mais de nombreuses théories suggèrent que son origine serait médicinale. Au XVe siècle, on trouve des références à quelque chose appelé lohuk, produit partout au Moyen-Orient et au Levant. Et cela faisait référence à une gamme de médicaments qui étaient mélangés avec du sucre et des arômes, comme l'eau de rose et l'eau de fleur d'oranger pour masquer tout goût médicinal désagréable. On pense qu'ils ont fini par retirer le médicament, mais ont laissé le sucre et les arômes, ce qui a donné naissance à de nombreux desserts ottomans différents. C'est une histoire un peu vague, mais c'est déjà quelque chose. Une autre théorie veut que ce plat ait évolué à partir d'un simple pudding à l'amidon appelé pelta, qui était populaire dans les Balkans et qui proviendrait probablement sous une autre forme de Perse. Selon une histoire, au début du XVIIe siècle, le savant, poète et gastronome Guaman Nevizad Atay aurait voulu créer une version raffinée du plat à servir au palais du sultan. À l'amidon de blé habituellement utilisé pour épaissir le pudding, il ajouta du sucre et de l'eau de rose, puis il remua le tout pendant 3 heures. Et c'est ce procédé qui donna naissance au ratu hul hulkum ou loukoum. Encore une fois, comme pour beaucoup d'histoires, sur l'origine des aliments, il n'y a pas beaucoup de documents pour étayer cela. Mais c'est une bonne histoire.
et il est connu que des confiseries de ce type étaient considérées comme des spécialités du palais à cette époque, à tel point qu'au XVIIIe siècle, il y eut des tentatives pour en interdire la vente à toute personne extérieure au palais. Une histoire sur l'origine du dessert, un peu plus documentée ou du moins plus souvent répétée, vient du confiseur du XVIIIe siècle, Hatchu Bekir Efendi. L'entreprise qu'il a fondée, qui existe encore aujourd'hui, affirme que la version actuelle du loukoum a été inventée en 1777 après qu'il ait ouvert sa boutique à Istanbul. Parfois, l'histoire raconte qu'il utilisait du sucre de betterave, qui était nouveau à l'époque, parfois qu'il utilisait du miel, parfois que c'était épaissi avec de la fécule de maïs, de la fécule de blé ou d'autres types de farine. Donc ce n'est pas tout à fait clair, mais ce qui est certain, c'est qu'au XIXe siècle, la version que l'entreprise produisait est ce que nous appellerions aujourd'hui le loukoum, ou ce que les Turcs appelleraient lokum, ou le loukoum turc aujourd'hui. Et c'est sa recette qui est finalement devenue très populaire au palais du sultan. On disait que le sultan Mahmoud II avait une préférence particulière pour sa variété parfumée à la rose, à l'orange et à la pistache, et il en pensait tellement de bien qu'il nomma Bekir Effendi chef confiseur du palais. Et à cette époque, une controverse se développe concernant l'origine du dessert, car les Grecs affirment souvent qu'il a en réalité été inventé dans les îles des Cyclades. Il est impossible de prouver que cela n'a pas été créé là-bas, mais il est plus probable que cela soit en réalité venu avec des réfugiés de l'île de Chios. Voyez-vous, pendant la guerre d'indépendance grecque dans les années 1820, il y a eu un horrible massacre sur l'île qui était à l'époque contrôlée par les Ottomans. Et un certain nombre de survivants ont trouvé refuge sur l'île de Sériphos dans les Cyclades. Et peu de temps après, en 1832, l'île comptait déjà plusieurs producteurs de la confiserie connus en Grèce sous le nom de loukoumi. Et elle était généralement aromatisée au mastic, une saveur qui venait de l'île de Chios. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de preuves écrites pour étayer cette histoire, mais il existe une forte tradition orale et la chronologie correspond clairement. Mais même si elle était peut-être disponible dans les Cyclades, elle n'était certainement pas populaire dans toute la Grèce à l'époque, puisque à ce moment-là, Friedrich Ungor, chef confiseur du roi Otto Ier de Grèce, ne la connaissait pas. Puisqu'en 1838, lorsqu'il visita Istanbul, il écrivit à propos du mystérieux Rahatul Shulkum. Il livre les premières descriptions européennes de ce que nous appelons aujourd'hui le loukoum ainsi que sa fabrication. Et à cette époque, d'autres Européens et Américains visitaient Istanbul et écrivaient à propos de cette confiserie plutôt unique. Lorsqu'un médecin naval américain, James Dickey, visita l'Empire ottoman au début des années 1830, il fut en réalité assez peu impressionné par la plupart des confiseries qu'ils avaient, disant que les douceurs américaines étaient tout aussi bonnes, voire meilleures. Mais il y en avait une qui l'a impressionné, une délicieuse pâte fondante qui se dissout dans la bouche et laisse un saveur parfumé derrière elle. Elle est, comme on nous l'a dit, faite en mélangeant du miel avec le jus concentré du raisin frais, et les Turcs, qui l'apprécient beaucoup, l'appellent Rahat Lokum ou Repos pour la gorge, un nom pittoresque auquel il semble avoir pleinement droit. Une autre voyageuse, de la marquise de Londonderry, en était moins impressionnée, bien qu'elle ait même refusé d'y goûter. On envoie des présents sous forme de paniers de confiserie appelés Lumps of Delight, que je n'ai jamais eu le courage de goûter. Je n'ai pas non plus réussi, pendant mon séjour à Constantinople, à trouver le courage d'essayer un bain turc qui, d'après la description qu'on m'en a faite, ne semble pas du tout attirant. Ne soyez pas ce genre de voyageur. Tentez de nouvelles expériences dans un lieu différent. Aussi, j'adore le fait que la personne qui lui en a parlé savait clairement qu'elle ne pourrait pas gérer le mot turc pour cela, alors ils les ont appelés Lumps of Delight. Et c'est en fait le nom qui est resté. Voyez-vous, d'autres voyageurs britanniques qui ont visité Istanbul et ont été impressionnés par ce dessert l'appelaient généralement Lumps of Delight lorsqu'ils le ramenaient en Angleterre. En fait, il apparaît dans le dernier roman inachevé de Charles Dickens, Le mystère d'Edwin Drood. Dans ce roman, le personnage d'Edwin demande à la fantasque Rosa Bud « Par quel chemin allons-nous passer, Rosa ?» Rosa répond « Je veux aller à la boutique des Lumps of Delight pour acheter une friandise turque, monsieur. » Rosa fait son achat et, après lui en avoir offert, ce qu'il refuse avec une certaine indignation, commence à en manger avec beaucoup d'enthousiasme.
Après avoir retiré et roulé une paire de petits gants roses, semblables à des pétales de rose, et mettant de temps en temps ses petits doigts roses sur ses lèvres rosées. Pour les nettoyer de la poussière de délice qui se détache des morceaux, ce serait la grande quantité de fécule et de sucre glace qui enrobe chaque morceau de délice ou loukoum. Petite anecdote, l'une de mes comédies musicales préférées est Le Mystère d'Edwin Drood, qui, le roman étant inachevé, l'est aussi la comédie musicale. En fait, il y a plusieurs fins et le public peut généralement voter pour celle qu'il veut voir, c'est-à-dire essentiellement qui était le meurtrier. C'est un peu comme le film Cluedo d'une certaine manière. Mais ce qui est cool, ou plutôt intéressant, c'est que la personne qui a écrit cette comédie musicale est Rupert Holmes, qui est en fait plus connu pour avoir écrit la chanson Escape. Si tu aimes les pina coladas et te faire surprendre par la pluie, qui aurait cru qu'il écrivait aussi des comédies musicales ? Quoi qu'il en soit, autant Rupert Holmes semblait aimer les pina coladas et se faire surprendre par la pluie, autant les gens de la Grande-Bretagne du 19e siècle adoraient les Lumps of Delight qu'à la fin du 19e siècle, ils appelaient Turkish Delight. Malheureusement, c'était rare et très coûteux parce qu'il fallait l'importer depuis l'Empire ottoman. Il n'est donc pas étonnant que les confiseurs d'Angleterre, de France, d'Allemagne et d'autres endroits aient essayé d'en fabriquer eux-mêmes, mais sans grand succès. Vous voyez, il existait des descriptions écrites du procédé, mais à une époque avant Internet, elles ne semblaient tout simplement pas bien se diffuser, et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des recettes comme celle-ci de 1897 qui s'intitule Turkish Delight. Pour le préparer, cassez une once de gélatine en feuilles en morceaux et faites-la tremper dans une demi-tasse d'eau froide pendant 2 heures. Au 19e siècle en Grande-Bretagne, la gélatine était utilisée dans beaucoup de choses, même lorsqu'elle n'était pas utilisée correctement. Parce qu'il n'y a pas de gélatine dans le loukoum, ou du moins il ne devrait pas y en avoir, car lorsque vous ajoutez de la gélatine, ce qui arrive parfois encore, aujourd'hui, lorsqu'il est fabriqué en dehors de la Turquie et de la Grèce, il devient vraiment caoutchouteux et ne fond pas dans la bouche comme il est censé le faire. Mais comme il était moins cher de le fabriquer là-bas en Angleterre, ce loukoum est devenu pratiquement tout ce que la plupart des gens pouvaient trouver. Et en 1888, il y a même eu un procès concernant la vente de faux loukoum. Et dans les transcriptions du procès, le juge-président s'est dit douloureusement surpris d'apprendre que le loukoum ne vient pas de Turquie. Et en effet, c'est un véritable choc pour nous d'apprendre que cette friandise délicieuse peut être et est effectivement fabriquée en grande quantité à Page Green, Tottenham. Et comme le juge, nous ne mangerons plus jamais de loukoum avec autant de satisfaction qu'auparavant. Il est possible que le loukoum ne soit plus appelé turc à l'avenir. Votre honneur voudrait-il goûter le Page Green Delight ? Comme je l'ai dit, il y a encore aujourd'hui beaucoup de faux loukoum en circulation. Si vous l'avez goûté et ne l'aimez pas, c'est peut-être que ce n'était pas du vrai loukoum ou que vous n'aimez tout simplement pas ça, je ne sais pas. C'est une confiserie très controversée. Mais ce que je sais, c'est que si vous voulez le vrai produit, il faut soit aller en Turquie ou en Grèce, soit le faire chez vous comme je l'ai fait ces dernières heures. Une fois que votre loukoum a complètement refroidi, saupoudrez un peu de fécule de maïs sur le dessus, puis démoulez-le et saupoudrez-en encore sur le dessous. Ensuite, utilisez un couteau ou un autre ustensile pour couper le loukoum en petits morceaux, peut-être un peu moins de 2,5 cm de chaque côté. Ensuite, mélangez environ une demi-tasse de sucre glace et une demi-tasse de fécule de maïs dans un bol, puis plongez-y quelques morceaux de loukoum en les enrobant complètement pour qu'ils ne collent pas entre eux. Et voilà le loukoum de l'Empire ottoman. Il y a tellement de sucre glace dessus, mais je suis vraiment curieux de goûter parce que l'odeur est très intéressante. J'ai déjà senti l'eau de rose, évidemment, mais l'ajout de ce musc, ça a vraiment un arôme différent de ce à quoi je suis habitué. Comme je l'ai dit, ça sent un peu la lessive, mais on va voir. De toute façon, j'aime les ouvrir parce qu'on voit ce beau rouge à l'intérieur. Allons-y, il y a tant de sucre glace. Oh, super intéressant. Donc oui, la texture, on va commencer par la texture. Ça ne doit pas être comme de la gelée. Si vous ajoutez de la gélatine, ce sera comme ça. Et beaucoup de versions, autrefois comme aujourd'hui, en contiennent. Mais ça doit être, oui, il faut le mordre,
mais seulement 1 ou 2 fois, et ensuite ça commence à se dissoudre dans la bouche. La texture ne me dérange finalement pas, contrairement à ce que je pensais. Mais le goût, par contre, beaucoup de gens n'aiment pas l'eau de rose. Ajoutez donc un peu de musc, parce que le musc, c'est à la fois un peu floral, mais pas du tout savonneux, parce que le musc, en fait, contrebalance ce côté de l'eau de rose. Et ça ajoute ce côté juste propre, rafraîchissant. C'est difficile à expliquer, vraiment. Je sais qu'on peut acheter des bonbons au musc d'Australie en ligne. Ça vaut le coup d'essayer. Je ne pensais pas que ça me plairait autant. Je ne vais pas trahir ma famille pour ça, comme Edmund dans Le Lion, La Sorcière Blanche et l'Armoire Magique, mais j'en mangerai certainement davantage. Ce qui est bien, c'est que tu peux l'aromatiser avec plein d'ingrédients, pistache, vanille, eau de fleur d'oranger, certains des anciens parfums qu'on ne voit plus, comme le musc ou la violette. Ambre gris que tu ne trouveras pas, mais bon, je ne sais pas, c'est vraiment bon. Et puis le sucre glace n'ajoute pas grand-chose au goût, ça ne rend pas forcément plus sucré, mais ça aide à éviter que ça colle, ce qui est nécessaire. Je ne sais pas pourquoi je pense toujours à ça à Noël, parce que ce n'est pas vraiment une spécialité de Noël, mais pour moi, il y a quelque chose qui fait Noël, peut-être que c'est la couleur, je ne sais pas. Alors, préparez-vous des loukoums, et si vous ne voulez pas vous donner cette peine, achetez-en au moins qui viennent de Turquie. Parce que le goût diffère selon que cela vienne de Turquie, de Grèce ou d'ailleurs. Et essayez le musk si vous en avez le courage, et je vous retrouve la prochaine fois dans Tasting History.